Bien, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout va bien? Très bien, parfait. Alors voilà, nous on est trois Grenoblois, donc moi-même, Christophe, Rudy et Philippe, trois passionnés de drones et notamment de drones FPV. On est là pour vous expliquer en fait la passion qui nous anime. Vous allez tout de suite comprendre ce qui nous motive à sortir régulièrement, notamment quand il fait beau le week-end. Donc faire du drone à l'extérieur, travailler la semaine. Ah. Oui, je change de micro. Allô? Oui, c'est bon. Et avec les beaux jours qui s'annoncent, effectivement, on va vraiment en profiter et vous allez vite comprendre ce qui nous anime. Alors, voici le sommaire que nous allons aborder. Il y a des parties que nous allons aborder rapidement, puis d'autres un peu moins. Et puis, bien sûr, nous répondrons à vos questions à la fin si vous en avez. On va d'abord vous parler de l'origine du FPV Racing. Qu'est-ce que le drone FPV Racing? Et notamment la partie FPV. Dans un second point, on parlera de l'émergence de la discipline mécanique et sportive parce qu'il s'agit véritablement d'une discipline qui se pratique soit dans un contexte de course ou soit dans un contexte de vol en immersion et en totale liberté. En troisième lieu, on vous parlera aussi des composants et des différents éléments et caractéristiques en fait, qui composent les drones FPV. On vous expliquera aussi pourquoi nous montons nous-mêmes nos machines avec le plaisir que ça procure. Et surtout, on ne va pas acheter quelque chose de tout fait parce qu'on ne supporte pas, on vous expliquera pourquoi. Dans un quatrième temps, on rappellera quand même quelques règles de base parce qu'on est en France et je vous dirai quelque chose d'assez particulier par rapport à la France et par rapport à notre discipline. L'usage du cadre réglementaire qu'il faut essayer bien sûr de respecter. On ne peut pas voler n'importe où. Dans un cinquième temps, on parlera des différents styles de vol. Alors, ce sont des styles de vol, en fait, vous le verrez, qui ne cessent d'évoluer et qui n'existaient pas forcément à l'origine, à la genèse de la création de cette discipline. Et bien sûr, on passera à une partie questions-réponses ensuite. Qu'est-ce que le drone FPV? Tout le monde a entendu parler de drone, mais pas forcément de notion d'FPV. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler un jour? Et je dirais même, qui n'a jamais rêvé de voler lorsqu'il est en train de dormir? On fait souvent ce rêve où, moi par exemple, quand j'étais petit, je volais comme ça quand je dormais, au-dessus des lignes électriques, je survolais la ville. Voilà, peut-être que certains ont déjà fait le rêve. Apparemment, les psychologues disent que c'est assez courant, et donc ça s'analyse assez facilement. Nous, on va vous montrer qu'on fait ça tous les week-ends et en vrai, sauf qu'on ne se modélise pas comme dans nos rêves, mais on utilise du matériel pour pouvoir le faire. On ressent énormément de liberté. Vous allez vite comprendre pourquoi quand on pratique nos disciplines. On n'hésite pas à prendre de la hauteur, à contempler les paysages. Et puis surtout, vous expliquer également que c'est une manière aussi d'oublier notre job, le paiement de nos factures, parfois aussi notre famille et notre femme ou nos enfants, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de se retrouver entre nous, entre potes, en tant que passionnés, pour pouvoir justement oublier un petit peu le quotidien, les difficultés si on en a, et parfois même pas les difficultés, parce que c'est vraiment un besoin. On est un petit peu, entre guillemets, dans une addiction. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc depuis 2008, une nouvelle discipline est née, c'est le drone FPV Racing. Qu'est-ce que le mot FPV? C'est l'abréviation de First Person View. En français, quand on essaie de traduire, vue à la première personne. Le principe, tout le monde a déjà vu, je pense, des personnes piloter des drones, ou en tout cas des pilotes de drones, notamment dans les journaux télévisés, où souvent, malheureusement, on nous explique trop qu'il y a une relation un peu directe entre drone et armée. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pilote un drone en lui ajoutant justement, et là, Rudy et Philippe vont vous montrer du matériel et éventuellement vous faire passer du matériel pour qu'il puisse justement, vous puissiez justement voir ce qu'il en est. Il s'agit en fait d'ajouter à l'avant du drone une mini-caméra qui, étant embarquée, nous permet, grâce à un petit transmetteur vidéo, d'envoyer des images en temps réel au pilote et notamment dans des lunettes d'immersion FPV. Donc Philippe et Rudy vont vous montrer un peu le matériel que l'on utilise.
Ça peut être donc cette paire de lunettes spécifique à la discipline. Ça peut être également un masque, souvent de couleur noire d'ailleurs, et également un écran. On voit souvent d'ailleurs sur le terrain des professionnels qui utilisent plutôt une tablette sur lequel en fait ils portent leur visibilité sur l'image pour surtout bien sûr piloter le drone et surtout ne pas le perdre. Et faire ce qu'ils vont faire, notamment faire d'excellentes prises vidéo stabilisées. Nous en fait on utilise des masques et des lunettes particulières. C'est une pratique en fait de vol de drone en immersion qui procure, je vous le garantis, une véritable sensation d'adrénaline. Quand vous mettez les lunettes, quand vous mettez la radiocommande entre vos doigts et que vous commencez à lâcher les gaz, comme on dit dans notre jargon, on oublie tout, mais vraiment tout. On est concentré, attentif et on a un énorme plaisir justement à voler, soit ensemble ou à découvrir le paysage. En fait, c'est comme lorsque vous portez ces lunettes, c'est comme si vous étiez en fait au 10e rang d'une salle de cinéma. Donc c'est assez proche de l'écran, parce que lorsqu'on porte ces lunettes, en fait, on a des petits écrans à l'intérieur, mais lorsque l'on met les lunettes, là, on est vraiment sur un grand écran. Donc, on dit souvent aussi que c'est mieux qu'un jeu vidéo. Vous savez, les jeux vidéo sont finalement, on pense que ça nous procure beaucoup de liberté, de sensations de jeu, et c'est normal. Mais finalement, il ne faut pas oublier que ça a été développé par des développeurs et des équipes qui, elles, permettent de vous entraîner pour ouvrir une porte, pour découvrir un nouvel univers. Nous, pas de contraintes. On est en totale liberté, on joue avec les éléments, on joue avec la nature, on se sert de la nature comme mobilier urbain, et inversement, lorsqu'on a la possibilité, par exemple, de voler, comme on va le faire pour vous tout à l'heure, après cette démonstration. Alors voici typiquement la représentation en fait, d'un équipement porté par un homme et une femme. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des femmes qui pratiquent ça. Alors je vous mets tout de suite au parfum. Il y a 98 à 99% des pilotes de FPV qui sont des hommes et 1% de femmes, malheureusement, et seulement. Ça s'explique par différents facteurs. On a à peu près 5 à 6% des gens sur la planète qui ne pourront jamais pratiquer ce que nous pratiquons. Il y a une tolérance en fait en termes de logique, d'appréhension, de compréhension des choses, des dimensions lorsqu'on porte ses lunettes au niveau du cerveau. Et ça ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde. Donc là, vous avez un pilote amateur, à ma gauche, qui porte des lunettes noires. C'est une ancienne génération de lunettes. On voit ici, alors je ne sais pas si on peut appuyer. Oui, c'est bon. On voit ici à l'avant du drone une mini-caméra. L'image rentre dans la caméra et grâce à cette antenne, ça permet de recevoir, on ne voit pas trop l'antenne, mais en fait il y en a une, dans les lunettes, à l'aide d'un récepteur, on reçoit en fait les images en temps réel et bien sûr, naturellement, en couleur. Ici, dans les mains, une radiocommande. Et c'est la même chose pour cette championne de Pologne, qui est très active sur Instagram et qui fait énormément de compétitions, notamment en Europe. C'est l'une des plus grandes championnes européennes. La deuxième championne, elle est allemande. Il y a trop peu de filles, malheureusement, dans cette pratique. Et bon, voilà, on aimerait bien pouvoir, nous, voler entre potes et puis voler avec d'autres filles. Ça serait plutôt sympa. Mais bon, ce n'est pas le cas. Ça n'intéresse pas forcément la gente féminine. Les origines du FPV Racing, maintenant. Alors, en fait, c'est en 2008 qu'une première tentative de vol a eu lieu avec enregistrement vidéo. Donc, on est toujours dans la partie immersion vidéo, retour d'image dans nos lunettes. C'est la team Black Sheep, dit TBS, donc une équipe en fait, de passionnés aux États-Unis qui a monté une société qui maintenant est connue et qui vend également du matériel de drone. Et nous-mêmes, nous sommes équipés de matériel de chez TBS parce que c'est du très bon matériel. On va dire que c'est un peu l'Apple du drone, si vous voulez, au niveau configuration. Ça vaut un certain prix, mais en tout cas, c'est super fiable. En septembre 2014, Cocorico, fin septembre 2014, une équipe de radiomodélistes amateurs, d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, s'est amusée en fait à équiper des machines, donc des drones, avec des écrans, avec des LED lumineux, parce que leur objectif à la base, en Haute-Savoie, au niveau du village d'Argonnet, ils ont choisi de se nommer Ergonnet, ils ont décidé tout simplement d'aller voir le maire du village et de demander l'autorisation, entre midi et 2, de pouvoir voler dans une forêt. Le maire n'a absolument rien compris et les a laissés faire. Ils ont fait une vidéo que vous pouvez naturellement retrouver sur YouTube.
Il faut savoir que cette vidéo a eu un impact énorme au niveau mondial parce que sans le savoir, ces personnes-là, cette petite équipe, avec plein d'idées, plein de finesses également, a, sans le savoir, créé la discipline FPV Racing. Racing dans le sens course, dans le sens où on peut se suivre, on a le plaisir justement d'évoluer ensemble sur un parcours donné. Et là, il s'agissait du parcours dans la forêt. On en a parlé dans le monde entier, le Dauphiné en a parlé, CNN a diffusé les images. Un mois après, les Américains débarquaient pour faire du business et pour savoir si on pouvait justement faire de l'argent avec justement l'organisation éventuelle et future de courses. Donc c'est une discipline qui est née en France. Le 20 mai 2016, en fait, il y a eu un premier championnat du monde de course de FPV Racing. Ça a eu lieu donc à Pourrières, dans le Var, donc pas très loin d'ici. 214 pilotes au départ. Et l'un des principaux influenceurs, qui justement faisait partie de cette équipe en Haute-Savoie, c'est Hervé Pellerin, qui est en fait une sommité mondiale, c'est-à-dire en fait c'est une sorte d'évangéliste en fait de la discipline. Et donc il continue d'ailleurs d'influencer ce monde-là. C'est lui qui, avec ses coéquipiers, a créé sans le savoir cette discipline. En France a eu lieu en fait pour la première fois un vol dans un stade. Et il faut savoir que ce stade, vous y êtes. C'est nous, la Team Gros Squad, qui avons volé pour la première fois, en mai 2016, avec autorisation, dans un stade. 3 jours après, sans qu'on le sache d'ailleurs, Hervé Pellerin et son équipe essayaient justement de voler dans le stade de Wembley, en Angleterre, à titre de prototype, pour savoir s'il était possible, à terme, d'accueillir, comme vous l'aurez compris, du public, à partir du moment où on peut, à partir justement de nos disciplines, carrément réaliser en fait un show avec des spectateurs, des entrées payantes, etc. Donc voilà, ça s'est passé 3 jours après. Maintenant, revenons plus à la partie technique. Après vous avoir expliqué justement la genèse et ce qui nous anime, les différents composants et caractéristiques d'un drone FPV. Alors voilà, quand on décide de monter nous-mêmes un drone, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que les pièces coûtent moins cher que d'acheter un drone tout fait. La plupart du temps, on aime beaucoup commander ces pièces à partir de la Chine. De toute façon, on se procure au niveau des magasins français de la même manière. C'est le même matériel, simplement on commande en Chine pour qu'effectivement on puisse gagner parfois en prix. Et voilà ce que l'on met à plat sur une table. Rudy, chez lui, a pris la photo d'un de ces drones qu'il souhaitait justement monter. Et donc ici, nous avons l'essentiel des principales pièces qu'il faut utiliser et monter. Et surtout, il faut savoir souder. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, apprendre à souder. Il faut finalement peu de choses pour parvenir à monter un drone. La chose qu'il faut aussi associer, c'est la partie logicielle, la partie configuration qui permet justement d'entrer les paramètres de vol que l'on souhaite à cette fameuse machine que l'on monte. Ici, un exemple d'un configurateur gratuit, open source, Betaflight, très connu. Donc on utilise un PC avec une simple clé USB, avec un simple cordon USB entre le PC et la principale carte de vol, on va y venir, pour pouvoir rentrer et injecter les paramètres. Donc là, Philippe vous fait passer un exemple de pièce. C'est le cerveau en fait du drone. C'est une pièce qui pèse à elle seule 6 à 8 grammes. Voici les composants de base en fait d'un drone. Il vous faut un châssis. Et 95% des châssis qu'on emploie, ce sont des châssis en carbone. Le carbone est léger, solide, donc on en profite. Il nous faut également, comme vous l'aurez compris, 4 moteurs, mais il y a aussi des drones qui peuvent voler avec 3 moteurs, même parfois 2. Et bien sûr, vous voyez parfois les professionnels qui utilisent des drones avec beaucoup plus de moteurs, histoire notamment de stabiliser la partie vidéo. Des plus gros moteurs, des plus grosses envergures de drones, c'est ce qu'utilisent la plupart du temps les professionnels. Associé au moteur, bien sûr, on met des hélices. Alors j'ai dit là, bien incurvé, parce que vous allez comprendre pourquoi. Quand on pilote de notre côté, on peut atteindre des vitesses qui varient entre 25, 30, 40. Pour nous, on se traîne à cette vitesse-là. Mais on peut aller jusqu'à 100, 120 km/h sur un parcours, dans un champ, en montagne, par exemple. On utilise également 4 contrôleurs électriques qui en fait jouent l'interface entre la carte principale de vol, donc le cerveau, et les moteurs. Il faut bien donner des ordres au moteur parce qu'un moteur, ça reste que de la mécanique.
Ensuite, une carte de distribution qui permet justement de distribuer l'électricité à partir donc d'une batterie, li-polymère, que l'on utilise, donc batterie dont le principe est assez connu. Une carte contrôleur de vol, comme je le soulignais précédemment, qui est véritablement le cerveau de l'ordinateur, une petite plaque avec des circuits imprimés, et notamment remplie de processeurs de chez ST Microelectronics, bien connus. Un récepteur avec antenne qui permet effectivement de recevoir, pour le drone reçoit les ordres de vol. Voilà à peu près à la base ce qu'il faut. C'est tout. Et ce n'est pas forcément très difficile à monter. Ensuite, la partie FPV, donc la partie immersion. La partie immersion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Un transmetteur vidéo, donc là, à l'inverse, on prend les images qui sont sur le drone et on les envoie dans les lunettes pour qu'on puisse recevoir les images. Les images donc sont transmises en temps réel au pilote. On a une mini caméra vidéo, bien sûr, à l'avant, comme dit tout à l'heure. Et parfois, on s'équipe d'une double caméra de type GoPro ou HD pour justement faire des captures vidéo stabilisées. Et là, d'ailleurs, dans le cadre de nos disciplines, de plus en plus, on rejoint le monde des professionnels. Et on arrive à voler, à faire des choses que les professionnels avec leurs drones n'arrivent pas à faire. Le marché évolue dans ce sens. Voilà rapidement une vue éclatée en fait des différents éléments que nous mettons en place pour justement composer un drone multirotor. Multirotor parce qu'il y a plusieurs rotors, donc plusieurs moteurs. Voici au final le drone monté par Rudy. Voici une vue éclatée avec les différents éléments. Vous voyez bien la batterie. Et c'est un drone qui peut atteindre la vitesse que vous voyez à l'écran, 110 km/h. Ça va très vite. Le cadre réglementaire. Rapidement, je vais faire un tour. La Direction générale de l'aviation civile, en fait, qui dépend du ministère de l'Environnement, a déployé en fait 10 consignes, qu'on appelle nous dans nos jargons les 10 commandements, qui rappellent en fait ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire et ce que l'on doit respecter. Interdiction de voler au-dessus des personnes, surtout que la plupart du temps, si on filme ces personnes, il faudra obtenir leur consentement. On doit respecter aussi un minimum, un maximum d'auteur de vol, qui est actuellement de 150 mètres, mais cette hauteur peut varier en fonction des disponibilités et des dispositifs. On doit toujours justement avoir à l'œil son drone, et il est formellement interdit, même pour les professionnels, de voler la nuit, sauf s'il y a une dérogation, notamment accordée par la préfecture. On ne vole pas aussi au-dessus de l'espace public. Ce n'est pas parce que vous voyez un parc sans poussette, sans maman, sans enfant qui joue, que vous avez le droit d'y aller pour justement brancher votre machine et voler. Surtout si ce parc est en milieu urbain, c'est complètement interdit. On ne survole pas, comme vous l'aurez compris, les sites sensibles de type parc nucléaire et autres. Ça, les médias nous en parlent très souvent. Et surtout, une partie importante, c'est qu'on ne diffuse pas en fait les prises de vue sans l'accord des personnes, comme je le disais récemment, sans leur autorisation. Et on n'en fait pas un usage commercial. C'est simple, la règle est assez simple à comprendre. Si vous voulez faire des images et les vendre, vous devez passer professionnel. Si vous voulez justement faire des images et les garder pour vous, les mettre sur YouTube, vous avez le droit, les diffuser, faire du buzz, etc. À partir du moment où vous ne les vendez pas, vous restez amateur, amateur aguerri, limite professionnel par rapport à votre manière de piloter, mais en tout cas, au niveau vente, c'est complètement interdit si on n'est pas professionnel. La loi a changé, alors malheureusement pour certains, pour d'autres, tant mieux. En juillet 2016, en juillet 2018, en fait, la loi a instauré en fait un seuil de masse, pas critique, mais qui est de 800 grammes. C'est-à-dire que tout drone, et là volontairement on vous a montré un autre type de drone, notamment utilisé par un professionnel, c'est également le cas pour les aéromodélistes de base, qui utilisent des avions en polystyrène, des choses comme ça. Toute machine de plus de 800 grammes avec batterie inclus doit justement avoir un numéro d'enregistrement pour chaque machine, pour chaque drone. Le pilote, lui, il doit suivre une formation en ligne, un QCM que propose justement la DGAC, et doter un dispositif d'identification à distance pour permettre aux autorités, si elles le souhaitent, de capter le numéro à distance du drone par un dispositif en fait on-air, avec également un dispositif lumineux. Pour tout savoir sur les zones sur lesquelles vous pouvez voler ou non,
si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site Géoportail, un site qu'on utilise souvent pour avoir les cartes IGN, pour aller se promener le dimanche. Et eux, ils ont une section, en fait, une section loisirs, dans laquelle, en fait, ils présentent, souvent en rouge d'ailleurs, les zones dans lesquelles il est strictement interdit de voler. Et par les temps qui courent, les choses évoluent dans le sens où il y a même des zones protégées, faune et flore, de type Natura 2000, qui maintenant sont interdites au vol de drones. Rapidement, les styles de vol maintenant que nous utilisons, que nous pratiquons. Alors, la priorité pour nous au départ, c'était le FPV Racing. Monter des machines, suivre un parcours, aller le plus rapidement possible et surtout essayer de terminer les parcours et les différents tours autour justement de flags, de drapeaux, d'oriflammes. Également, on peut passer aussi sous ce qu'on appelle des gates, c'est-à-dire des arceaux dans lesquels on doit passer le plus rapidement possible. Et on vous présentera tout à l'heure ce genre de dispositif plutôt miniature lorsque, si vous le souhaitez, vous souhaitez venir nous rejoindre. Ensuite, on a le FPV Freestyle. Alors, dans notre équipe, il y a quelqu'un qui aime bien le freestyle, c'est Rudy. Rudy, lui, alors, il adore faire ça avec son drone. Hop, 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 il va vers un arbre, hop, il revient, il revient. C'est son truc, ce n'est pas des choses faciles à faire. Donc, c'est une sorte de manière de repousser les limites de la pesanteur. Là, vous voyez quelqu'un qui est en train de s'amuser avec un mobilier urbain, donc un pont, et qui a un petit peu dans ses lunettes la tête renversée. Et il essaye, en fait, justement, de monter au sommet de l'un de ces piliers pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon un dive, c'est-à-dire, en fait, essayer de descendre le plus près possible de cette paroi pour avoir un maximum de sensations. Ensuite, nous avons le FPV Low Riding. Donc le but, en fait, c'est de se rapprocher quelque part le plus proche du sol pour pouvoir justement avoir de la sensation. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on rase le sol ou quand vous avez peut-être déjà utilisé une voiture radiocommandée. On voit tout de suite, quand elle est équipée d'une caméra, que ça vous procure également les mêmes sensations. Donc il y a des sensations de vitesse à l'approche du sol, quand on survole justement les reliefs, qu'on n'a pas quand on est bien sûr bien plus haut en hauteur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mid-range. Alors le mid-range, en fait, c'est un vol doux, non agressif, tranquille, qui ressemble beaucoup à ce que font les professionnels de base, c'est-à-dire eux, ils ont besoin d'avoir justement une machine très stabilisée pour emmener justement leur caméra volante, entre guillemets, effectuer d'excellentes prises vidéo et photos. Et donc, en fait, on évolue dans un parcours dont la distance est comprise entre 1, 3 ou 1 ou 4 km. Voilà. Ensuite, on a, pour terminer, alors c'est vraiment une des parties qui nous anime, le long range, donc qui anime de plus en plus de pilotes, je veux dire, c'est-à-dire aller plus loin, toujours dans le même principe, mais surtout pour faire, justement, pour apporter des images, etc. Et là, en fait, on se rapproche de l'univers des professionnels qui, eux, emploient des machines pour faire la même chose. Voilà. Donc là, on va beaucoup plus loin que 3 km, pour ceux qui pratiquent cette discipline. On survole les sommets, et quand on voit des mers de nuages, et qu'on revient et qu'on enlève les lunettes, on oublie tout, c'est absolument génial. Voilà. D'accord ? On tient également à remercier Philippe pour nous avoir accueillis. Moi, je ne fais pas partie de Kaizen, mais j'ai eu énormément de plaisir à présenter nos disciplines auprès de vous. Et maintenant, si vous avez des questions, je laisse la parole à Rudy et à Philippe qui pourront se faire un plaisir de vous répondre. J'ai deux petites questions. La première, c'est on est réglementé, on doit avoir notre drone en ligne de vue. Comment vous faites pour le garder en ligne de vue avec les lunettes ? Alors là, nous, on est en vol en immersion, donc on n'a pas le drone en vue. Et nous, on vole jamais tout seul quand on fait nos vols en immersion. Et on a ce qu'on appelle un spotter, donc une personne qui surveille, qui est donc, c'est la préconisation des GAC ou règles en immersion, qui est là pour surveiller l'environnement où on évolue, pour justement avertir des dangers potentiels, ou s'il y a par exemple des promeneurs, des animaux, des lignes électriques par exemple, ou il peut y avoir un parapente qui peut également voler, ça peut arriver. Donc là, la personne est là pour justement jouer pour la sécurité du vol du pilote. Et le pilote, souvent, nous, on est attentif aux instructions.
Et nous, les machines, on peut instantanément la désarmer en vol. Elle peut tomber vraiment en 2 secondes, elle peut tomber. Donc si vraiment on est en cas de danger, vraiment de collision, on va dire, c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Donc on peut vraiment désarmer la machine vraiment pour la désactiver, qu'elle tombe au sol, quoi. Et pour un débutant, vous conseilleriez un budget de combien pour débuter dans la FPV? Alors pour débuter, alors les machines qu'on vous a passées, les grosses machines qui peuvent aller à 100-120 km/h ou faire des gros vols en montagne, c'est déconseillé aux débutants parce que nous, il nous a fallu plusieurs années de pratique pour arriver à avoir ce style de machine. Sinon, on peut démarrer avec des toutes petites machines que présente Chris. Faut compter quand même, je sais pas, on peut donner un ordre de budget, une 60aine d'euros le drone. Après, le plus cher, ça va être les lunettes d'immersion qui sont autour des 200 euros à peu près, dans 200-300 euros. Une radiocommande, c'est dans les 150 euros. Et les batteries, après, ça dépend de l'état des batteries, c'est entre 10 euros la batterie et 20 euros la batterie, donc il faut en acheter une dizaine. Donc on va dire un budget de 700-800 euros pour vraiment voir. Voilà. À peu près 800 euros. Quand on a débuté, il fallait plutôt miser 1500. Les performances des produits et des éléments ne cessent d'évoluer, ne cessent de diminuer au niveau taille, et la baisse de budget également suit. Et là, on vous a présenté un écran, une télé où on fait tourner en boucle des vidéos justement en HD qu'on fait en montagne avec nos drones vraiment performants. Et c'est vrai que souvent les gens voient ça et ils se disent ok, je vais m'acheter un drone de FPV pour faire la même chose, mais il faut passer les étapes. Il faut vraiment commencer par un petit drone tout petit, donc qu'on vous a présenté, qui a un mode semi-stabilisé, donc qui permet de vraiment le tenir à plat, mais il ne va pas tenir tout seul en l'air en fait. Et nous, on pilote sans assistance. On a vraiment un mode... il n'y a pas de capteur vraiment de GPS assisté d'accéléromètre, on désactive tous ces capteurs-là. C'est uniquement les gyroscopes qui nous servent à mettre la machine dans l'espace, comme on veut. Sur des grosses machines telles que celles que vous avez fait passer, on a combien de temps d'autonomie environ? Ça dépend du type de vol, mais si on y va fort, on va dire 2 minutes 30. Après, si on vole un peu plus tranquillement, entre 3 et 4 minutes. Après, pour les vols longue distance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des grosses batteries. Et là, on pourra avoir une autonomie, on va dire entre 8 et 12 minutes. Mais sinon, moi, habituellement, je fais plutôt du freestyle et du coup, c'est 3 minutes de vol, quoi. Il faut savoir que 3 minutes, ça paraît très court comme vol, mais on est à 100% de concentration pendant les 3 minutes. Et on est bien content de poser le drone pour changer de batterie parce qu'on est vraiment... ça prend vraiment les 100% du cerveau, le processeur cerveau, là, il tourne à 100%, je peux vous dire. Tout à l'heure, quand vous avez présenté les drones en pièces détachées à construire soi-même, est-ce que c'est pas compliqué d'équilibrer les hélices pour avoir un vol plutôt stabilisé? Non, déjà les hélices, elles sont déjà équilibrées quand on les achète, ça on n'a pas besoin de le faire. Et ensuite, c'est que l'électronique qui va gérer ça. Donc, on va juste mettre les hélices sur les moteurs, on va simplement les visser. Et ensuite, c'est la carte de vol qui va faire le travail. Une autre question ici. Du coup, je rebondis sur la distance du coup jusqu'à où vous pouvez aller avec le drone, puisque du coup, il faut qu'il soit toujours en vue. Donc, du coup, si vous allez dans les montagnes ou dans les forêts, vous l'avez plus en vue et vous êtes en immersion totale. Alors, quand on vole très loin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours qu'il n'y ait pas d'obstacle, enfin le moins d'obstacles possible entre nous et la machine. Après, on peut aller très loin, 5-10 km. Mais si jamais il y a une montagne entre la machine et nous, on va perdre le signal. Et là, du coup, on ne pourra plus piloter la machine et on va la perdre. Mais faut faire juste attention à ça, quoi. Et du coup, au niveau des styles de vol, vous disiez que vous pouviez faire du RASMOT. Il n'y a pas des dangers avec les animaux qui pourraient passer ou ce genre de choses aussi? Alors justement, nous, on est beaucoup sensibilisés sur le repérage de là où on va voler.
pour justement être sûr que là où on vole, on peut voler, qu'on ne va pas déranger les randonneurs, qu'on ne va pas déranger des animaux, etc. Ou, voilà, donc on essaie vraiment on ne va pas dire, tiens, le coin est joli, je sors mon drone, je vole. Non, non, non. Alors, ça nous arrive même des fois de marcher pendant 2 heures en randonnée, qu'on a repéré un spot sur Géoportail, on s'est repéré pour les distances, on a repéré s'il n'y a pas de zone interdite, etc. Derrière sur place, il y a une famille qui pique-nique avec ou des animaux, etc. Ben là, on s'abstient, et on range le drone sur le sac à dos et on redescend et on revient une prochaine fois, quoi. D'accord. Vous avez déjà eu des accidents? Non? On a déjà perdu des machines, mais on n'a jamais eu d'accident. De toute façon, vous êtes assuré, du coup, c'est quoi comme type d'assurance? Parce que j'ai vu que c'était dans les uns des commandements. C'est quoi, assurance voiture? Assurance Tout risque? responsabilité civile que la plupart nous avons, Ah ouais, qui ça fait suffit. partie de l'assurance habitation. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Moi, personnellement, je suis à la Maïf et j'ai simplement demandé à la Maïf de me faire une attestation Une attestation de protection. D'accord. Voilà, comme quoi je suis assuré et je suis véritablement assuré. Et c'est gratuit. Simplement, toutes ne le font pas. La Maïf le fait. Mais voilà. Heureusement qu'ils ont pris le virage aussi de ce que l'on pratique. Et voilà. Et ça se fait très très bien en fait. Voilà. Après, on peut toujours prendre des assurances supplémentaires lorsqu'on fait des courses, des choses comme ça, dans un cadre particulier. Il existe aussi des assurances spécifiques à ce que l'on pratique. Mais en tout cas, à la base, on est protégé. Voilà, responsabilité civile, etc. Dommages à autrui et compagnie. D'accord, merci. D'autres questions? Alors en fait, les drones, est-ce que c'est possible qu'une personne autre que vous puisse prendre le contrôle de votre drone? En fait, on utilise une fréquence 2,4 GHz, donc la même que les ondes Wi-Fi, etc. Sauf que c'est très compliqué d'intercepter ce genre de signal-là sur ces machines-là. Si quelqu'un veut prendre le contrôle à distance, honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse. Il y a une action manuelle à faire sur la machine pour rendre compatible la radio avec le drone. Et ça à distance, c'est impossible de le faire. Sinon, on a eu une petite conférence de la Tech Week hier sur la sécurité, donc vous pourrez vous tourner vers Florian et Fabrice qui sont experts en la matière. Sans aucun problème. N'est-ce pas, Fabrice? D'autres questions? Je veux pas de nom. Non? Non? Pas de questions? En tout cas, pour terminer, si ce monde vous tente, on vous conseille, comme l'a dit Philippe, de commencer à acheter un matériel très simple, comme on vous l'a présenté, quitte à piloter chez vous quand il pleut le dimanche, pour vous familiariser justement avec la machine elle-même, voir si ça vous convient, parce que ce n'est pas forcément inné comme pratique. Et ensuite, voilà, avec ce genre de machine qu'on vous a présenté, par exemple, on a la possibilité justement de se mettre sur son canapé et par exemple d'aller voir si son fils fait bien ses devoirs d'histoire géo dans sa chambre en passant entre les couloirs. Voilà. Et sans risque, parce que de toute façon, cette petite machine, elle est munie d'une protection d'hélice. Ça pèse, c'est solide quand même. Ça pèse très peu. Et un jour, je l'ai fait et mon fils m'avait menti. C'est comme ça que j'ai pu m'apercevoir qu'il était en train de faire de l'Instagram au lieu de réviser son truc d'histoire géo. Donc voilà. Donc on peut s'amuser en appartement. Nous, personnellement, on s'amuse à passer sous les chaises. On peut même passer sous les lits avec ce genre de machine. On s'éclate, on est des grands enfants. Et on fait la même chose, bien sûr, comme vous l'avez compris, dehors. Un grand merci à Christophe, Rudy et Philippe.